Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque qui porte sur les données numériques en santé et dont le sous-titre est « Peut-on bâtir la confiance et préserver la santé comme bien commun ?» Mon nom est Philippe Després, je suis co-responsable de l'axe santé durable à l'Obvia avec Aude Motulski, qui est ici et qui a piloté l'organisation de ce colloque de main de maître. Je sais que certains d'entre vous ont assisté la semaine dernière à Québec à un autre colloque similaire sur les données, une école d'automne sur la gestion, l'intendance et l'usage des données en santé. Rassurez-vous, ici, il y a du contenu qui, je dirais, qui est 99 original, quelques recoupements, mais pas tant que ça. Et à Québec, la semaine dernière, on a parlé surtout des aspects techniques des données en santé. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs, certains vont dire plus haut, et les réflexions vont porter en fait sur les données en santé en tant que bien commun. Donc, on aura des réflexions qui vont toucher aux aspects organisationnels, philosophiques, sociétals, liés aux données de santé, versus les discussions qu'on a eues la semaine dernière à Québec. C'était plus les normes HL7, DICOM, etc. On était très près du sol. Donc, les réflexions pendant ces deux journées-là vont porter sur aussi les principes requis pour bâtir la confiance entre le citoyen, le décideur et le clinicien. Ce qu'on va appeler dans les deux prochaines journées les parties prenantes. On va parler aussi de confiance, et la confiance, ça demeure un phénomène social complexe, difficile à mesurer, difficile à saisir, particulièrement pour un physicien comme moi, mais qui semble être en fait la pierre angulaire d'une réorganisation profonde de notre système de santé, donc la confiance. Il y a deux volets du colloque qui vont être consacrés à cette nouvelle forme de contrat social qui prend place entre les différentes parties prenantes et qui conditionne l'acceptabilité citoyenne de l'accès et de l'utilisation des données de santé. Ce contrat social est probablement le socle de la sauvegarde de notre système de santé universel, qui est, on peut en convenir, un bien commun en constante transformation. Plusieurs outils co-construits, je devrais dire, par l'Obvia pour soutenir la littératie et favoriser le dialogue entre les parties prenantes autour des données en santé vont être présentés pendant ce colloque, notamment un baromètre sur l'acceptabilité sociale. En clôture des deux journées, une causerie animée par un journaliste ou une journaliste permettra de favoriser le dialogue et l'échange de connaissances avec des publics diversifiés, incluant des praticiens, des étudiants, des chercheurs, des citoyens, et ceci fera l'objet d'un enregistrement en direct pour la réalisation d'une balado-diffusion. Donc aujourd'hui, on va tenter de mieux définir ce que sont les données, de quoi on parle, en particulier ce que sont les données de santé, ce qu'elles valent d'un point de vue économique, ce qu'elles valent d'un point de vue intelligence artificielle. On a la chance d'avoir des intervenants du réseau de la santé qui vont nous parler du niveau de maturité numérique de notre système de santé, de l'importance de pouvoir compter sur des systèmes d'information performants, des tensions, des défis qui sont liés à la transformation numérique des systèmes de santé. Dans l'après-midi, nous parlerons de l'encadrement des données de santé et des conditions nécessaires pour bâtir la confiance. Donc, les thématiques abordées, Ethics by Design, renseignement personnel, cadre de gouvernance, y compris avec les données issues des Premières Nations, équilibre entre intérêts divergents, etc., etc. Nous aurons la chance aussi, cet après-midi, de découvrir le dernier rapport de la Commission d'éthique en sciences et technologies portant sur la confiance. Comment la mériter, comment la renforcer auprès des citoyens dans le contexte de la gestion et de la valorisation des données en santé. La journée va se terminer par une table ronde animée par Lise Langlois, directrice de l'Observatoire, avec plusieurs intervenants de la journée. Avant de débuter cette journée riche en contenu, j'aimerais remercier l'ensemble du comité organisateur, le personnel de l'Obvia qui a œuvré à la réalisation de ce colloque, notamment Aude Motulski, Virginie Manu, Guillaume Macot, Lise Langlois, qui ont travaillé très fort pour offrir un contenu de très grande qualité, en plus d'Eva Lacroix du Consortium de santé numérique. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible. Alors, le groupe de recherche en santé Édouard McGill, la chaire de Daniel Weinstock, le centre de recherche Vitam dans la région de Québec, les IRSC pour le programme Connexion, le CRSH, le programme Connexion, les IRSC, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, IVADO, le Consortium santé numérique aussi, le Lab TNS, le Centre de recherche en données massives de l'Université Laval,
l'École de santé publique de l'Université de Montréal et le centre de recherche du Centre hospitalier universitaire, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, devrais-je dire. Je passe maintenant la parole à Aude qui prend le relais pour la première présentation de la journée. Merci. Bonne journée. Merci Philippe. Bonjour à tous. Je suis Aude Motulski, professeure à l'École de santé publique et co-responsable de l'Axe santé durable de l'Obvia. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour animer ce premier volet de la journée, donc le volet 1, qui porte sur les données de santé, une ressource précieuse à protéger et à préserver. Donc, la première présentation est en virtuel, malheureusement. Donc, c'est un professeur de l'Université de Cambridge, Matthew Jones, qui ne pouvait pas se déplacer pour l'occasion, mais qui nous a fait une vidéo vraiment intéressante, mais assez courte, donc 15 minutes, sur les données. Donc, what is this thing called data? Professeur Jones est en ligne en ce moment, donc il pourra répondre à nos questions. N'hésitez pas à clavarder, encore une fois, sur le site de 4Waves avec l'auteur pour, si vous avez des questions de précision et de clarification. Donc, on va vraiment descendre à un niveau pour se poser la question « Qu'est-ce que les données? Qu'est-ce que le concept même de données numériques ?» avec le professeur Jones. Donc, sans plus tarder, nous pouvons lancer la vidéo. The title of this colloquium asks whether digital health data can build trust and preserve health as a common good. While I think that it is important and timely for us to question how healthcare is being affected by its increasing datafication, I believe our discussions on this topic could benefit from some careful thinking about the nature of data. My name is Matthew Jones from the University of Cambridge in the UK, and I hope, in this talk, to contribute to this discussion by trying to answer the question of what we think data are. Apologies if that sounds clumsy, but following the example of French, I will try to treat data consistently as a plural noun. While this may be grammatically correct, it does create some inelegant constructions in English. In this talk in particular, I want to argue that the way that data are commonly talked about in the healthcare field and more generally is often based on a view of what data are that does not match up with what we find when we look at data in actual healthcare settings. To illustrate what I mean by this, here are a few examples of these everyday ways of talking about data. So, it is not unusual, in English at least, to hear people talk about raw data. Or in the business world, we may find companies described as being engaged in data mining. There have been a number of reports and articles that have heralded data as the new oil. And there is the everyday association, I believe in French too, between data and facts. My aim in presenting these examples is not to provide a comprehensive and systematic analysis of all the different ways in which people talk about data, but to illustrate some general characteristics of this discourse. What then can we see this as telling us about how people think about data? I want to suggest that it reflects a number of assumptions. Perhaps the most fundamental is that data are referential. They stand for a real world that is in some senses out there, that predates and exists independently of the data that represent them. When we look at an electronic health record, for example, and see a patient's blood pressure was recorded as 140/90, we understand that this reports that this was the patient's actual blood pressure at the time that it was measured. The patient's blood pressure may have been something else before or after it was recorded, but there was a point at which a blood pressure recording device registered these numbers. This all seems perfectly reasonable, although it does assume that the recording device was functioning correctly and was used properly at that point in time. In busy clinical settings, we cannot always be certain of this, but in practice, that number now becomes the patient's blood pressure for purposes of clinical decision-making. What is not always recognised is that data are always inevitably a sample. They represent the world at a particular point in time, perhaps lots of different points in time, but not continuously. Data are digital, but the world is analog. Being a sample is not necessarily a problem.
The sample may be quite good enough for our purposes. If we are a family doctor, say, it may be sufficient to know a patient's blood pressure once or twice a year when they come in for a checkup. But that's probably not going to be much use for a patient in intensive care. How we've done the sampling, though, we never have the complete picture. There will be things that are missing. The only way for there not to be is for the sampling to be so fine-grained that the chances of missing something are infinitesimal. This is the logic parodied by Jorge Luis Borges in his one-paragraph story on exactitude in science, which describes the construction of a map of a country so accurate that it was exactly the same size as the country itself, and so was completely unusable. The flip side of this, though, is that we need to remember not to confuse the map with the territory. Data stand for the phenomenon we report, they are not the phenomenon itself. Next is the assumption that data are natural, suggesting that they are out there, waiting to be found, abundant, freely available, of usable quality, and intrinsically valuable. This is perhaps what the idea of data as the new oil is suggesting, although perhaps in a Canadian context, virgin forest may be a better analogy. Such an assumption that data are a primary resource, however, doesn't work very well for much of the data that we use in healthcare settings. More typically, these are actively created, or the byproduct of clinical care practices. Perhaps straw rather than oil may be a better illustration. The description of data as raw can be seen as a corollary of the idea of data being natural, suggesting that they are, in some senses, unprocessed. As Lisa Gittelman and Virginia Jackson argued, however, picking up on Jeff Bowker's comment about raw data being both an oxymoron and a bad idea, like events imagined and enunciated against the continuity of time, data are imagined and enunciated against the seamlessness of phenomena. And this gets us back to our sampling point again. The unavoidable choosing of what we take to be data about a phenomenon shapes the picture we get of it. The rawness of data also relates to what is seen to be their foundational character. In the widely adopted data, information, knowledge, wisdom hierarchy, data are viewed as the foundation resting directly on the bedrock of reality. Add some interpretation to the data, so it is argued, and we get information, from the use of which we may derive knowledge that may, over time, accumulate to wisdom. As Tuomi and others have argued, however, in practice the process works in the other direction. Knowing what we should count as data about a phenomenon depends on a prior model of the world. We have a model of healthcare, for example, in which a patient's blood pressure is something that is relevant to measure. Other models of healthcare, however, might measure other things. Qi, for example, in Chinese medicine, but these do not form part of what we consider to be data in Western healthcare. It follows that if data are foundational, providing unmediated contact with reality, without any of the inevitable distortion brought about by human interpretation, then data are also objective. They present facts that reveal the true state of the world. The last assumption which I want to touch on is particularly associated with big data. It is that all data are equal. They are just bit strings. We can lump them all together, perhaps in a data lake, and treat them all in the same way, irrespective of where they have come from, how they're generated, their form, their structure, and their type, which, as this slide suggests, may be highly varied. I don't want to argue that these assumptions are entirely unreasonable, but I do want to look at how well they stand up when we take a closer look at data, not as journalists, experts, or consultants describe them, but as they are in the wild, in our case, in healthcare settings. I will base my observations from my own work over more than a decade looking at data in intensive care settings in acute hospitals. Just to give you a sense of what we are talking about, I show you here a photograph
taken of a ward round in the intensive care unit of a cardiothoracic hospital some years ago now. We have the consultant, the attending physician, and a junior colleague engaged in discussion of the data on the screen, which is probably the electronic medical record of the patient, the end of whose bed is visible at the lower left. Meanwhile, their colleagues, including a senior nurse, a physiotherapist, and a pharmacist, stand around in attitudes of impatience, waiting to discover the outcome of the discussion of data they cannot see. In case you're wondering about the white lines, this isn't some peculiar practice of the UK National Health Service roping off members of staff. They were added to the image later to illustrate a point about the effect of electronic medical records on multidisciplinary team working. The first observation I would make from my studies in these sorts of settings is that data don't seem to be just sitting around out there, waiting to be gathered. Rather, they come into being through the process of looking for them. What do I mean by this? Let us consider an electronic medical record in intensive care. What gets to be recorded as data are particular parameters that are seen, from the perspective of a particular model of the world, to be relevant to intensive care practice. There will be some variations between a neuro, a cardiothoracic, and a general ICU, but also some significant commonalities. What are considered to be data about these parameters is pretty well established in Western medicine, but there can be local variations in the frequency and site of recording, of temperature, for example. For some parameters, there may be a view on what ideally should be recorded, but for practical and technical reasons, this may not always be possible. So a proxy parameter needs to be found to capture a patient's ventilation mode, for example. And changes in technology and practice keep shifting what is possible. Nor are all the data that are measured necessarily recorded. Previously, this may have been due to storage capacity, but also due to redundancy and to the rapidly expanding capabilities of technology. Not every signal from every device will always be needed, so we end up with a subset of what might possibly be considered data about the phenomenon actually being recorded in the database. But the process doesn't end there, because data being in the database doesn't mean that they will be used. To get to the data that actually contribute to clinical practice, there's another process of selection. Data can only be used if clinical staff know to look for them. Even if a clinician looks for data, though, they may not be able to find them. They may be called something different, for example, or be stored somewhere different from what the clinician expects. Then, even if they find the data, they may not be able to extract them in a usable format. I would note in passing that it seems this is where most discussion of data in healthcare starts from, with a body of data already extracted, and the question being, what can we do with it? And if they can be extracted, they may not be always understood correctly. So we end up with data that are used potentially being a long way from what was originally envisaged. I mentioned earlier the problem that not all data that are recorded are necessarily usable or used. There are various possible reasons for this. They may be superseded by more recent data, for example, or they may not be needed for standard care practices, but are recorded just in case something unexpected happens, and so on. Or individual clinical staff may not know where to find them, or hardware failures may render them unavailable. I think it is helpful, therefore, to distinguish between what I call data in principle, which, like the Zen tree in the forest, that falls without anybody hearing it, is recorded but never informs clinical action, and that which actually makes a difference to practice. A lot of the data we are gathering in healthcare, I fear, are only data in principle. They may have had some role in immediate patient care, but are now in limbo. Even a lot of well-designed systems can slide towards becoming data graveyards, where the data go in, but they never come out again. This is not necessarily due to incompetence or intention, but perhaps simply because the volume of data being generated is so vast, and clinical staff have so little time to go back and make use of it. If we do want to start using them,
we rapidly find that real-world data in electronic medical records bear very little resemblance to the demos that analytics vendors present in their sales pitches. The priority when collecting them is usually to minimize disruption of clinical practice, with little thought of what would make it easier to use them again subsequently. As a result, they're messy, incomplete, sparse, with a few variables collected occasionally, not a continuous data set, unstructured and non-standardized, the downside of making systems customizable, and non-independent, so you need a lot of understanding of what variables mean to make sense of any patterns. And they have a history. In ward rounds, I would sometimes hear particular data points being explained by reference to the member of staff who had recorded them, or the circumstances of their collection. And we too often treat the accumulation of data as sufficient in itself, without consideration of the work that is needed to make data useful for clinical practice. There are various types of such work that may include conceptual work, developing the model of the condition that data are needed on, intellectual work, deciding what data should actually be recorded, technical work, making that happen, and even when we will commonly need significant janitorial work, extracting, cleaning, validating data before they can be used, and increasingly these days, there is important analytical work in making sound use of the data. Some of you may react to this story with the thought that this is a legacy problem. With big data and contemporary analytics, we can sort all this out. I would argue, however, that while the scale may be different, many of the problems remain the same. Indeed, the proliferation of data can make it easy to overlook where the data have come from. Let's focus on all the gee-whiz analysis we can do with the data, seems to be the argument, and let's not think too much about how they relate to the phenomenon we take them as reporting on. So where does that leave us? I would suggest that it means that we need to rethink data in a number of ways. To see them not as a natural phenomenon out there ready to be found, but as that which we find when we look in particular ways. Not as the objective source of truth, but as a contingent social construction. Not as a limitless, intrinsically valuable resource, but as a technically and socially constrained. Not as free, but as taking work to make them usable. Not as what is gathered, but as what is used. And what does this mean for the question this colloquium is seeking to address? Can digital health data build trust and preserve health as a common good? I think the answer is almost definitely yes, but not by virtue of what are often seen to be the qualities of data, their intrinsic connection with reality, their objectivity, or their availability. Rather, I hope my analysis provides some resources that can enable us to question how data contribute to healthcare in practice, for better or worse. To challenge claims that data are natural, objective, and speak for themselves. To pay more attention to the unacknowledged costs of data. To recognize the social processes that shape the data we use. And to recognize that accumulating data per se is not going to make any difference if we can't or don't use them. I appreciate that this has been something of a whistle-stop tour through some perhaps quite abstract ideas about data. I hope it has been evident, though, that the arguments I've been making come from observations in real clinical settings, and I'll be very happy to say more about this in the Q&A session that has been arranged. Thank you. Donc, merci à Professeur Jones, qui nous a rappelé en introduction de ce colloque quelques concepts assez importants, intrigants, intéressants sur les données. Les données non pas comme un fait objectif, objectivable, mais vraiment comme une construction sociale, largement dépendant des processus, des systèmes et des humains qui sont impliqués dans la création de la donnée, la manipulation
et ensuite l'usage et l'utilisation secondaire éventuelle. Donc, des concepts comme Data in Practice qui sont vraiment très intéressants et qui, je l'espère, vont générer des conversations tout au long de la journée. Donc, cela nous mène maintenant à notre première présentation en personne. Encore une fois, sur les données de santé, on va se rapprocher de notre système, de notre écosystème, avec deux intervenants que j'invite à me rejoindre sur la scène. Donc, tout d'abord, professeur Jean-Noël Nikiema, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et Philippe Després, que vous avez vu tout à l'heure, donc qui est professeur au département de physique, génie physique et optique de l'Université Laval, qui vont nous parler des données de santé. De quoi parle-t-on? Merci, merci Aude. Donc, comme tu viens de le mentionner, effectivement, les données de santé, ce sont des choses qui sont générées tout au long de la trajectoire d'un patient dans le système, d'un patient, d'un citoyen, en fait, dans la vie de tous les jours aussi, on va le voir. Il y a une réalité objective qu'on essaie de capturer par un proxy, qui sont les données, mais à chaque étape, il y a des petits morceaux de l'histoire qui peuvent se perdre parce que les données sont rarement une représentation fidèle de la réalité. Et Jean-Noël, dans quelques minutes, va vous donner un exemple de ce qu'on veut dire par là. Je vais faire un cours de données de santé 101 en 7 minutes sur l'état des lieux au Québec, de quoi on parle quand on parle de données de santé dans le contexte québécois. Données cliniques, bien, je vais parler de la première ligne. Donc, quand vous allez dans un cabinet de médecin de famille, par exemple, il y a ce qu'on appelle des dossiers médicaux électroniques qui existent. Et il y en a 6 ou 7 qui sont homologués au Québec pour être utilisables dans le réseau. Et les données qui sont capturées là sont des données très fines, très riches, pas toujours capturées de façon structurée. Donc, ça peut être des notes de consultation, des choses comme ça, mais des choses comme des antécédents, les médicaments que vous prenez, etc., c'est consigné dans ces dossiers médicaux électroniques-là en première ligne. Donc, très riche, mais bon, qui reste en général dans les cliniques de première ligne. C'est assez nouveau, ces DME-là, dans le sens où il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y avait très peu de cliniques qui étaient équipées d'un point de vue informatique pour consigner les données dans des systèmes comme ça. Mais on voit là, la courbe du Canada ici et celle en vert forêt, je dirais. Donc, autour des années 2015, on était à un taux de 60 % et maintenant, je pense qu'on est plus près de 90 %, quelque chose comme ça, au Québec. Donc, on est en première ligne, très bien équipé pour capturer la donnée. Du côté des centres hospitaliers, la réalité est un peu différente. On a des systèmes que je dirais un peu bricolés, dans le sens où c'est souvent des intégrateurs. Donc, c'est des vues qui sont créées pour d'autres systèmes d'information à l'hôpital, par exemple les laboratoires, l'imagerie, le médicament. Donc, au CHU de Québec, l'outil CrystalNet a été développé pour justement rassembler dans une seule interface un paquet d'informations comme ça. Au CHUM, au CUSUM, c'est plutôt Oasis qui est utilisé. À Sherbrooke, c'est un autre truc. Donc, mais quand même, il y a une volonté de vouloir centraliser la donnée comme ça. Malheureusement, il y a encore beaucoup de papier dans les centres hospitaliers. Donc, au CHU de Québec, on a un outil qui s'appelle Gestion des formulaires parce qu'on a des centaines de formulaires papier qui sont imprimés, qui sont remplis, des notes de consultation, etc. Donc, le professeur Jones, tout à l'heure, parlait de Data Graveyard. Ici, c'est un bon exemple. Okay? Donc, vous voyez à côté, c'est comme un PDF qui a été scanné d'un résultat de laboratoire. C'est de la donnée qui vient mourir dans un cimetière parce qu'elle n'est plus exploitable par la suite. Okay? Donc, ça, c'est encore une réalité au Québec, beaucoup dans les centres hospitaliers. De moins en moins, parce que la donnée de laboratoire, on peut quand même y accéder, mais il y a d'autres, ça, c'est peut-être pas un bon exemple, mais d'autres types de données qui vont mourir, en fait, sur du papier, même si elles sont numérisées. Elles peuvent être lues par le clinicien, mais elles peuvent être difficilement exploitables par des gens qui voudraient valoriser les données. Le dossier Santé Québec au Québec est un système d'information qui procure une vue aux cliniciens sur 3 domaines principaux, le domaine du médicament, le domaine du laboratoire et le domaine de l'imagerie médicale. Donc, il y a quand même ce noyau dur-là de données qui sont consignées, c'est de la donnée qui est quand même assez partageable entre les différents intervenants du réseau. Il y a aussi les domaines immunisation, allergie et sommaire d'hospitalisation qui ne sont pas implantés tant que ça, ou pas partout en tout cas, mais ça s'en vient peut-être ou pas. Là, il y a aussi le dossier santé numérique dans l'air, on va voir où tout ça va nous mener.
La bonne nouvelle, c'est que pour les citoyens, c'est que c'est aussi possible d'accéder à vos données de santé. Donc, quand vous avez des données qui sont générées dans le domaine du médicament, du laboratoire ou de l'imagerie médicale, vous pouvez, à condition d'avoir un compte ClickSecure, accéder à vos données de santé. Donc, si vous faites un rapport d'impôt, c'est plus simple en général. Mais si vous avez des enfants en bas de 14 ans, vous ne pouvez pas avoir le résultat parce que d'autres considérations. C'est compliqué, mais quand même, c'est une très belle avancée, à mon avis, que le citoyen puisse accéder à ces données de santé. Le système aussi génère ce qu'on appelle la donnée clinico-administrative ou médico-administrative, donc tout ce qui touche à, par exemple, les séjours d'hospitalisation, des données qui permettent aux décideurs de prendre des bonnes décisions, on l'espère. Et voici, là, j'en ai quelques-unes ici. Si vous allez sur le site du ministère, vous allez voir un paquet d'acronymes. Là, j'en ai choisi un, j'ai choisi MEDECO, qui veut dire maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière. Et ça capture en fait les séjours hospitaliers, la raison des séjours, etc. Tous les hôpitaux du Québec génèrent des données comme ça. C'est transmis au ministère de la Santé, c'est hébergé à la RAMQ. Et tout ça, en fait, devient extrêmement complexe pour les chercheurs aussi, parce que quand on veut accéder à la donnée clinico-administrative, c'est extrêmement compliqué. Il faut s'adresser à l'Institut de la statistique du Québec, qui, elle, s'adresse ensuite à la Commission d'accès à l'information, qui, elle, doit parler ensuite soit au ministère de la Santé, à la RAMQ. Bon, bref, je vous épargne les détails. L'accès à la donnée, en fait, est réputé difficile au Québec. Et je termine en mentionnant toute la complexité du réseau. Vous voyez, là, c'est une diapo que j'ai volée à Aude et que je pense qui vient de l'appel d'offres du DSN. Vous voyez, dans le réseau, là, 9000 systèmes d'information différents, équipements d'informatique. On a presque pour 1 milliard de dollars. On a 400 000 utilisateurs. Donc, comprenez la complexité de gérer tout ça. C'est un très grand chantier. Les données, en général, ce sont des grands chantiers en infrastructure numérique, entre autres. Et je termine en disant que, bon, en termes de santé, il y a aussi maintenant tous vos montres connectées, plein de senseurs connectés qui génèrent aussi de la donnée de santé, qui échappe à celle qu'on consigne dans votre dossier médical, qui s'en va plutôt du côté souvent d'entreprises privées, mais c'est de la donnée de santé aussi. Et je cède la parole maintenant à Jean-Noël, qui va nous parler aussi qu'il y a d'autres types de données qui sont indirectement liées à la santé et aussi toute la difficulté qui a été mentionnée tout à l'heure de traduire la réalité à travers des données qui demeurent un proxy sur la réalité. Merci Philippe. Donc, moi, je vais vous parler d'autres types de données qui ne sont pas des données de santé, a priori, qui sont collectées au quotidien pour nous permettre d'optimiser notre hygiène de vie. Mais en fait, une fois combinées, elles peuvent commencer à nous faire penser à de la donnée de santé. Je prends l'exemple, par exemple, de mon pic de... Moi, ça, c'est celui de Philippe. Hein. C'est son pic de consommation à Hydro-Québec. Et quand on a des données historiques par rapport à cette consommation, surtout quand on est une personne seule, on peut avoir des informations sur le comportement, sur notre hygiène de vie. Et l'absence de pic peut parfois peut-être signifier la survenue d'une dépression et des choses comme ça qui peuvent apparaître de façon artificielle dans nos consommations au quotidien. Après, nous avons nos cartes que nous allons payer des choses au supermarché, faire notre épicerie, notre consommation d'alcool, etc. Ça nous donne une idée de notre hygiène de vie et potentiellement, une fois croisé, ça peut inférer en fait notre état de santé. Alors, vous me direz que ce n'est pas de la donnée parfaite, là, que l'on ne peut pas être juste sur l'utilisation et précise de cette information comme donnée de santé, mais ça a quand même un impact sur nous parce que ça joue sur notre qualité de vie. Donc, ce sont des données en santé, que ce soit au niveau clinique et au niveau général, difficiles à capturer. Pourquoi? Parce que la nature, ça veut dire le système en général, je reviens sur cette diapositive du départ, le système en général est très complexe. Même quand on se concentre juste sur la donnée clinique, on se rend compte que ce qu'on capture, c'est quelque chose d'assez flou, d'assez imprécis. Pourquoi? Parce que nous avons cette réalité avec le patient qui a ses propres mots pour exprimer des informations, ces senseurs dont Philippe a parlé, qui vont aider le praticien, une fois qu'il est en contact avec ce patient, à avoir des informations donc incomplètes et imprécises. Le praticien va avoir un processus de raisonnement
parfois très subjectif, basé sur son expérience, le peu de connaissances dont il se souvient pour prendre sa décision, etc. Et sa connaissance également du patient pour prendre cette décision. Et il va décider de la documenter. Cette documentation peut se faire de façon précise, là, parce qu'il est intéressé à avoir toutes les informations, ou juste il va prendre les informations dont il a besoin à l'instant T pour le patient, pour documenter l'état de santé du patient. Parfois, ce n'est même pas le praticien lui-même, c'est d'autres acteurs qui interviennent, des archivistes, des médecins d'informatique médicale dans certains pays qui vont documenter cette information de façon partielle. Et dans ce processus-là, on a déjà une perte d'information. Une fois qu'on a décidé de documenter, parfois on extrait cette information à partir des systèmes métiers vers des entrepôts de données, lacs de données, etc. Et le processus d'extraction n'est pas toujours parfait. Une fois que c'est stocké, on va encore faire un processus d'extraction par rapport à ces entrepôts, ces lacs de données pour faire de l'analyse. Processus d'extraction toujours imparfait. Pourtant, une vision globale de ce qui se passe à partir de ces entrepôts, de ces systèmes métiers, etc., influence la décision au quotidien. Il y a des cas de virus qui circulent. On sait que la plupart au Québec, c'est ça. Ce n'est pas uniquement de la COVID. On a le réflexe de ne pas penser directement à la COVID quand quelqu'un commence à tousser ou à un rhume. Ça a un impact sur nous, cette imperfection, et ça décide pour autant de quel est l'état de santé du patient. Quand on va plus loin, au-delà de la nature et de la difficulté d'extraction et de la création de la donnée, j'avais cette petite diapositive que j'ai présentée à Québec il y a quelques semaines. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui étaient là. Alors, ce petit exemple nous permet de voir à quel point il est difficile aujourd'hui de documenter une information de santé. Alors, nous avons ces 4 patients qui sont là, qui ont des éléments de données pour lesquels on va demander à un praticien de pouvoir encoder l'information en essayant de savoir si ce sont des cas de COVID-19 chez des adolescents. Alors, si on commence déjà par l'option « est-ce que ce sont des adolescents ?», on peut utiliser différentes approches. Si je pars de la définition d'adolescent de l'OMS, c'est donc de 10 à 19 ans, j'ai 3 patients qui peuvent être sélectionnés pour cela. Si je pars donc de la définition du NCI Thesaurus, qui part de 12 à 21 ans, j'ai 3 autres patients, mais ce n'est pas exactement les mêmes patients. Après, je me suis intéressé à un rapport de l'INSPQ de 2017 sur les enfants et puis les adolescents. Et leur tranche d'âge, c'était de 10 à 17 ans. Et là, je tombe sur 2 enfants et ce n'est même pas la définition que nous avons sur l'OMS et celle du NCI Thesaurus. Donc, quand on parle d'adolescents tous ensemble, potentiellement, nous ne parlons pas des mêmes types d'individus que nous devons regarder. Et là, ensuite, nous allons regarder de près la notion de COVID-19. Et là, je me retrouve dans une difficulté de savoir si les signes cliniques qui vont ressembler de façon très précise à de la COVID-19, même si je n'ai pas les éléments paracliniques qui soutiennent cette décision, est-ce que mes patients peuvent être considérés comme des cas de COVID-19 ? Si l'on continue la réflexion, nous avons des patients qui ont des signes paracliniques positifs pour dire que c'est des cas de COVID-19, des gens qui ont des signes qui ne négativent pas de la COVID-19 sur plusieurs mois, mais qui n'ont aucun signe. Est-ce que je peux toujours les considérer comme des cas de COVID-19 ? Et enfin, nous avons cette difficulté où nous avons ce qu'on appelle les tableaux bâtards, des gens qui ont des petits signes un peu imprécis et les signes paracliniques ne sont pas concluants pour nous permettre d'affirmer que c'est des cas de COVID-19. Nous avons donc là une grosse difficulté parce que la nature de la donnée de santé est imprécise et elle est floue et c'est elle que nous devons manipuler au quotidien pour prendre des décisions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Noël et Philippe. Donc, je les garde sur la scène parce que nous allons avoir une période d'échange de questions à la fin de la séance. Mais nous poursuivons tout de suite pour garder le temps que je vous félicite de tenir vraiment très bien. Alors, j'accueillerai maintenant le professeur Benoît Dosti, qui est professeur à HEC Montréal, qui vient nous parler du très intéressant concept de la valeur économique des données. Bonjour tout le monde. J'avais dit que la tenue du temps allait se détériorer. Bon, tel que mentionné par Aude, disons, elle a mentionné un de mes principaux défauts. Je suis économiste, donc à HEC Montréal. L'autre défaut qu'elle n'a pas mentionné, c'est que je suis aussi directeur du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Donc ça, c'est le centre au Québec qui donne accès aux microdonnées confidentielles de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, comme j'ai un pied dans l'économie, un pied dans les données, les organisateurs se sont dit
tu es la personne idéale pour nous parler de la valeur économique des données. Donc, je ne sais pas si je suis d'accord avec eux, mais j'ai dit, OK, bon, je peux bien faire ça. Mais je me suis par contre demandé pourquoi on voulait que je vous parle de ça. Donc, j'ai interviewé les organisateurs, j'ai parlé à plusieurs personnes. Il semble y avoir une pensée qui est assez répandue comme quoi on n'exploiterait pas la pleine valeur des données qui sont disponibles. Donc, je serais curieux dans la salle de savoir comment cette pensée-là est répandue. Levez la main si vous pensez qu'on n'exploite pas la pleine valeur des données de santé disponibles au Québec. My God. Bon. Donc, je pense que ma prochaine est correcte. Donc, j'affirme donc que le plein potentiel des données n'est pas réalisé. Et j'ai regardé la littérature, puis j'ai trouvé 3 raisons qui sont souvent citées. La première, la méchante, le manque d'imagination. La deuxième, la peur d'atteinte à la confidentialité, la perte des craintes de sécurité par rapport à la confidentialité des répondants. Et la troisième, une croyance erronée que les coûts du partage des données sont supérieurs aux bénéfices. Donc, moi, mon opinion personnelle, c'est que la première raison est un peu dépassée. Je pense qu'on a tous parlé à des gens, des propriétaires de données dans le passé qui nous disaient « J'utilise les données pour ma gestion interne, mais il n'y a aucune utilité autre que cette gestion interne-là pour les données. » Il y a plusieurs exemples maintenant de partage de ces données-là où les chercheurs ou un chercheur, il ne faut jamais sous-estimer ce que peut faire un chercheur avec un peu d'imagination et un peu de temps perdu. Donc, il y a plein d'utilités pour ces valeurs-là, surtout si on les croise avec d'autres sources. L'autre raison sur la confidentialité des données, je pense qu'elle n'est pas nécessairement bonne aussi de nos jours. Donc, si vous voyez comme il faut ici, pour 2 raisons. La première raison, c'est que je pense que notre confidentialité, notre anonymité, elle est assez perdue. Là, on voit 2 personnes dans leur salon qui écoutent la télévision. Une femme explique à l'autre il y a quelqu'un par la fenêtre du salon. Inquiète-toi pas, c'est juste un publicitaire qui récolte de l'information sur nous pour nous offrir des publicités plus utiles. Mais la raison la plus importante pourquoi je pense que les soucis de confidentialité ne sont pas... c'est que maintenant, plusieurs modèles, à la fois à l'international, au Canada ou au Québec, où on a réussi à partager les données pour la recherche sans atteinte à la confidentialité des répondants. Je pense, les exemples que je connais le mieux sont ceux du Centre d'accès sécurisé aux données en France, le réseau des centres de données de recherche aux États-Unis. Au Canada, ça fait 20 ans que le réseau des centres de données de recherche du Canada existe, partage de données de plus en plus confidentielles et il n'y a aucune perte de contrôle là-dessus. Et le CIX au Québec. Là, donc j'ai gardé une image pour vous parler de plus du CIX à la fin. Là, s'il me reste un peu de temps, là, je vais essayer de garder un œil là, sur ce qui se passe. Donc, l'idée de parler de valeur des données, je pense, va plutôt adresser la 3e raison que je vous mentionnais, comme quoi on pourrait penser que la valeur du partage des données est inférieure au coût du partage. Et si vous faites votre recherche sur la valeur économique des données dans la littérature, vous allez trouver plusieurs concepts économiques appliqués aux données. Par exemple, on parle du partage de données comme ayant un coût marginal 0. Donc, une fois que la donnée existe, sans faire des copies, ça ne coûte rien. C'est comme faire plus de copies numériques d'un livre, faire plus de copies numériques d'une chanson sur iTunes. On en parle aussi comme étant d'un bien non rival. Donc, ça, c'est un terme économique qui indique que si j'utilise les données, ça n'empêche pas Philippe de les utiliser aussi. Donc, on peut être 2 les utiliser en même temps. Et souvent, les biens qui ont ces 2 caractéristiques-là, on les appelle des biens de club. Ça, c'est un peu plus fuzzy comme concept, un peu comme le transport en commun. Je veux dire, c'est un bien, le coût marginal d'avoir une personne de plus sur l'autobus, c'est 0. Si je prends le transport en commun, ça ne vous empêche pas de le prendre non plus. Par contre, il y a un coût d'accès aux biens transport en commun. Donc, plusieurs ensembles de données, il y a une espèce de coût d'accès. Il faut faire une demande auprès de la CAI ou de l'Institut de la statistique du Québec, qui représente un coût assez important. Ou il y a d'autres ensembles de données où il faut les acheter tout simplement, donc un coût monétaire dans ce cas-là. 2 autres caractéristiques que je trouve encore plus intéressantes à mentionner. Et la première, c'est que l'analyse des données est un intrant, donc quelque chose qui est nécessaire pour produire des nouvelles connaissances.
Et cette caractéristique-là est utile parce que ça nous donne peut-être une avenue pour valoriser les données, accorder une valeur aux données. Si on pouvait accorder une valeur aux connaissances qui sont produites avec les données, ça serait une façon indirecte d'avoir cette valeur économique-là. Par contre, moi, j'ai appris récemment qu'un ultra-crépidaire, c'est une personne qui donne son opinion sans fait ou sans expertise. Donc, c'est une nouvelle connaissance pour moi, ultra-crépidaire. Donc, je peux savoir comment nommer les multiples personnes que je vois sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas quelle valeur que j'aurais pu accorder à cette connaissance-là. Donc, peut-être pas utile de savoir. L'autre caractéristique que je voulais mentionner, c'est que les données, la valeur est souvent tirée de leur agrégation. Donc, on parlait des Apple Watch tantôt. Donc, si vous venez me voir à la pause pour me vendre vos données d'Apple Watch, je risque d'être pas super intéressé. Si toute la salle m'offre ces données de montres intelligentes, peut-être que ça m'intéressait plus, mais si tout le Québec le faisait, là ça m'intéresserait vraiment. Donc, des fois, il y a des données prises indépendamment qui n'ont aucune valeur, mais quand on met des données qui n'ont pas de valeur ensemble, là, la valeur peut augmenter. Pardon. Donc, si on regarde comment, tout le monde attend un chiffre, là, vous voulez sortir de la salle avec ça vaut, je ne sais pas combien. Vous l'avez peut-être lu dans Le Devoir ce matin, là, il y a un article là-dessus. Finalement, après de multiples recherches, on peut distinguer, grosso modo, vous allez en voir parfois plus, parfois moins, mais 4 approches principales pour accorder une valeur aux données. Certaines de ces approches-là, je vous le dis tout de suite, sont plutôt théoriques, d'autres sont plus facilement applicables. L'approche par coût, l'approche par revenu, l'approche par marché et l'approche par la monétisation des bénéfices ou des résultats escomptés du partage des données. Je vous ai probablement déjà convaincu en partie, en parlant des connaissances, que la 4e approche est très difficile d'implémentation, très difficile de monétiser les bénéfices ou d'accorder des valeurs aux bénéfices du partage des données. Donc, il nous reste les 3 autres approches. Pour illustrer les 3 premières approches, pensez à tricoter un chandail de laine. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que j'ai appris que ma belle-sœur, dernièrement, fait partie d'un club de tricot qui va dans les bars de Rosemont, donc ça frappe l'imagination. Donc, je n'aurais pas de penser à chandail de laine dernièrement. Donc, si vous tricotez un chandail de laine, puis vous passez 20 heures à le tricoter, je n'ai aucune idée si ça prend 20 heures à tricoter un chandail de laine, je devrais lui demander, mettons 10 heures. Donc, quelle est la valeur du chandail de laine que vous venez de tricoter? Bon, si vous êtes payé 20 $ de l'heure, bien, ça fait 10 fois 20, plus le matériel, plus peut-être l'électricité qui a été utilisée pour vous chauffer pendant que vous tricotiez. Donc, ça permet d'accorder une valeur à ce que vous venez de créer, juste la valeur des intrants ou du temps que vous avez mis pour le faire. Par revenu, ça sous-entendrait que vous louez votre chandail de laine pour les parades de mode, puis vous receviez des bénéfices récurrents de la location de votre chandail. L'approche par marché, bien, ça veut dire que vous le vendez, votre chandail de laine. Est-ce que vous allez le vendre plus ou moins que le coût que ça a pris pour le produire? Bien là, ça dépend de vos talents, j'imagine, en tricot. Mais ça pourrait être, ça serait une autre façon alternative d'accorder une valeur au chandail de laine que vous venez de tricoter. Si on applique ces concepts-là aux données, c'est un peu plus difficile. Donc, l'approche par marché, ça sous-entendrait qu'on soit capable de voir des transactions de données. Donc, supposez que vous voyez la RAMQ vendre toutes ces données à une firme pharmaceutique, bien là, on aurait la valeur de données de la RAMQ. Ça serait intéressant pour l'économiste, mais je ne sais pas si ça serait intéressant pour le Québec. L'approche par revenu aussi, on peut le voir de façon indirecte. Il y a des compagnies qui font leur profit par la monétisation des bénéfices, des revenus de leurs données. Par contre, souvent, ces informations-là sont privées. Et pour les données publiques, bien, il n'y a pas de revenu qui est monétisé en tant que tel. Ce qui fait que l'approche par coût, c'est la plus facile, bien, encore là, ça me demande des hypothèses, mais la plus pratique à implémenter. Et dans mes recherches, bien, on m'a envoyé des articles de plusieurs pays où on avait utilisé cette approche-là, le Royaume-Uni, l'Australie. Donc, j'ai lu ces études-là. Et finalement, j'ai trouvé une étude de Statistique Canada qui l'utilisait tout près de chez nous. Donc, c'est encore un cas où on peut chercher jusqu'à l'autre bout du monde l'information qu'on veut, puis l'information se trouvait juste à côté de chez nous. Donc, Statistique Canada utilise l'approche par coût. Et comment ça fonctionne pour eux, essentiellement, pour implémenter cette approche-là? Ils ont besoin de données sur la population du Canada, la classification par occupation. Donc, ils choisissent des occupations où
partie importante du temps dans l'occupation est dédiée à la création de données. Donc, pensez à des commis à la statistique ou des analystes statistiques, pensez à des gestionnaires de banques de données, tout ce qui est sciences de données. Il y a beaucoup de professions là-dedans qui créent des données. Donc, c'est les 3 catégories qu'ils utilisent. Donc, en choisissant les occupations pour les 3 catégories, en supposant un pourcentage du temps qui est associé à la création de données dans chaque occupation, en sachant le salaire de ces personnes-là, qui sont aussi dans les données qui ont à leur disposition, en ajoutant des coûts indirects, bien là, il arrive à une valeur là, que vous attendez tous là, pour la création des données au Canada. Donc, dans la modélisation de Statistique Canada, dans le graphique 1 que vous avez sous les yeux, ça, c'est la fourchette des investissements en données à chaque année. La ligne bleue foncée, c'est la fourchette inférieure, selon l'hypothèse qu'on fait sur le temps qu'une personne prend à créer des données. La fourchette supérieure est bleu pâle. On voit en 2018, l'année la plus récente disponible, que ces créations de données-là équivalaient à entre 25 et 40 milliards de dollars pour l'économie canadienne au complet. Pardon. Ce que je trouve intéressant du graphique, c'est qu'il y a une augmentation constante au cours de la période. En fait, ça a augmenté de 100% sur la période, donc on pourrait extrapoler qu'en 2022, on est encore plus élevé. Les montants dédiés à la création de données sont encore plus élevés. Si on désagrège parmi les différentes occupations qui créent de la donnée dans leur classification, la majorité de la création de données, c'est dans leur catégorie de données ici, qui sont les personnes qui créent la donnée directement, puis il y a d'autres, la gestion des bases de données, puis les sciences de données, c'est un petit peu moins, là, mais ça s'ajoute au total. Et les totals que vous avez là, donc, dans le graphique précédent, ce que j'ai oublié de mentionner, ce sont des flux, donc des investissements à chaque année. Donc, si on voulait savoir le stock des données qui sont disponibles présentement, bien, il faudrait additionner tous les investissements qu'il y a eu depuis, j'imagine, le premier recensement tenu par Jean Talon dans les années 1600. Mais bon, comme on a dit tantôt, bien, il y a certaines de ces données-là qui périment, qui s'en vont au dépotoir, donc il faut supposer un taux de dépréciation des données. Donc, avec ces hypothèses-là supplémentaires, on peut arriver à une valeur pour le stock de données disponibles. Et si vous additionnez toutes les barres qui sont là, vous avez un stock de données qui vaut plus que 200 milliards de dollars. Et la dernière désagrégation que Statistique Canada peut faire, c'est désagréger selon l'industrie où la donnée est créée. Donc, ici, on distingue les sociétés non financières. Donc, là, évidemment, il y a beaucoup de données qui sont créées, notamment par toute l'industrie des TI. Les sociétés financières aussi. Donc, les sociétés non financières, c'est près de 50% du total de stock des données. Les sociétés financières, 25%. Puis l'administration publique, qui est peut-être celle qui vous intéresse le plus si vous êtes lié à l'administration publique, au secteur de la santé, à l'administration publique, c'est près de 20% de cette valeur-là. Évidemment, et de la même façon que ça donne un chiffre pour la valeur des données, mais la vraie valeur peut être plus ou moins élevée. Et la question qu'on pourrait se poser, comment, en sachant qu'on a cette valeur-là, comment on fait pour l'exploiter? Donc, c'est ce que les deux consultants se posent la question. Ici, on voit un camion qui livre des piles de données. Puis là, le consultant qui disait à l'autre, tu me dis que ces piles de données-là vont se transformer en valeur. Là, on ne sait pas trop comment. Et en fait, moi, je pense que la question la plus fondamentale, une fois qu'on sait ce chiffre-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que ça donne de savoir ce chiffre-là? J'ai dit tantôt que l'utilité de ce chiffre-là, c'était de convaincre des personnes que ça valait la peine de partager les données parce que la valeur des données est supérieure au coût de partager. Et en fait, la conclusion de ma lecture de ces études-là dit la chose suivante, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un de partager ses données, c'est pas très utile de savoir la valeur. Donc, malheureusement, là, vous savez le chiffre, puis vous ne pourrez pas l'utiliser pour grand-chose. Dans l'expérience internationale, lorsqu'il y a eu des propriétaires de données qui ne voulaient pas partager leurs données, apparemment, ce qui a pu les convaincre, ce sont des exemples de valorisation. Donc, ce qu'on cherche, ce sont des exemples. Il y en a quelques-unes dans les posters que j'ai vus en bas. J'espère que vous allez en voir d'autres dans le cadre de ce colloque-là. Des exemples de valorisation des données, de chercheurs qui ont utilisé les données, qui ont trouvé des choses qu'on ne s'entendait pas, des faits nouveaux.
Donc, des histoires, donc quelques histoires d'utilisation de données qui ont donné des résultats. Ça, c'est plus susceptible de convaincre un administrateur de partager ces données. Et si vous n'entendez pas d'histoire convaincante à ce sujet-là dans le reste de la conférence, bien, je vous inciterai à aller voir le site du CIQSS, ciqss.org, dans le sens où ça fait plus de 20 ans que ce centre-là existe. Comme je vous disais, bon, il a été utilisé par plusieurs centaines de chercheurs, sinon plusieurs milliers de chercheurs. Donc il y a plusieurs centaines de projets de recherche, sinon des milliers de projets de recherche qui utilisent les données de l'Institut de la statistique du Québec, qui utilisent les données de Statistique Canada. Juste pour vous donner quelques détails de ce que vous allez trouver là. Pour les données de Statistique Canada qui sont disponibles aux chercheurs, elles sont disponibles dans 5 laboratoires au Québec. À l'Université de Montréal, à McGill, l'UQAM, Sherbrooke et Laval. Et les données disponibles, là, c'est très varié. Donc, évidemment, il y a les enquêtes de Statistique Canada, il y a les enquêtes longitudinales, les recensements, mais de plus en plus des données administratives à la fois des ministères fédéraux, donc pensez à Emploi, Développement social Canada, Citoyenneté, Immigration, Revenu Canada, mais aussi des données administratives de provinces qui acceptent de partager leurs données avec Statistique Canada. Donc, un exemple qui va vous intéresser, c'est le ministère de la Santé de l'Ontario. Donc, ce ministère-là, vous savez, on peut accéder aux données du ministère de la Santé de l'Ontario à travers ICES, qui est un centre de recherche en Ontario, mais aussi à travers le Réseau canadien des centres de données de recherche, et donc le CICS. Donc, des données équivalentes à celles de la RAMQ de l'Ontario sont facilement accessibles à travers ces laboratoires-là. Et pour les données hébergées par Statistique Canada, il n'y a pas besoin de passer par la CAI, malgré que même au Québec, là, je pense que les derniers changements législatifs ont enlevé un rôle pour la CAI pour le partage de ces données-là. Aussi, les données de l'Institut de la statistique du Québec, vous connaissez peut-être le réseau des CADRISC. Il y a 3 CADRISC en milieu universitaire qui sont sous l'égide du CIQSS, donc à l'Université de Montréal, à McGill et à Sherbrooke. Et donc, au niveau de l'Institut de la statistique du Québec, évidemment, les chercheurs ont accès aux enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec, mais aussi à de plus en plus de données administratives. Donc, les données de la RAMQ, MEDECO, dont on parlait tantôt, sont disponibles dans ce réseau-là, mais aussi dans les autres CADRISC qui sont pas en milieu universitaire. Donc, il y en a qui ouvrent en milieu hospitalier, il y en a aussi en milieu gouvernemental. Donc, toutes les universités au Québec sont membres du CICS. C'est une des 3 grandes plateformes du scientifique en chef avec Calcul Québec et Eurydi. Et là, on me dit qu'il faudrait quasiment que j'arrête mon infopub. Là. Je m'en reviens hors sujet. Donc, voilà pour trouver des exemples. Sinon, bon reste de conférence. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on le garde avec nous sur la scène. Gardez vos questions. On va terminer notre panorama des données de santé. On a fait vraiment un survol impressionnant d'une diversité de sources, types de données, même de la valeur. Et donc, on va terminer maintenant avec l'intelligence artificielle qui nous fait beaucoup de promesses à partir des données. Donc, je vous présente Yves Terran, qui est conseiller principal recherche spécialiste de données au Consortium Santé numérique, qui va nous présenter de la donnée à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Donc là, on va faire un virage violent, un peu de l'économie à l'algorithmique. C'était une idée de Barbara Docelle que j'ai remplacée un peu à la dernière minute. Et elle avait une bonne idée, je trouve, c'est un peu d'ouvrir le capot d'une intelligence artificielle, en l'occurrence ici des réseaux de neurones, pour essayer de comprendre les enjeux, par exemple, d'interprétabilité, d'alimentation des données. Ça risque d'être un peu... Probablement, c'est un exercice qui va être un peu difficile. J'espère que ça va vous parler. Ça, c'était en 1959, l'ancêtre des réseaux de neurones. Vous voyez cette espèce de design très années 60. Et le but, c'était de créer une machine intelligente, aussi intelligente qu'un homme. On va voir que ça a beaucoup influencé les réseaux de neurones. D'abord, je vais prendre une définition très restrictive de l'intelligence artificielle. Il y a une excellente conférence qui a été faite par Martin Cousineau, je pense qu'il est ici, à l'Obvia, et qui définit plus en détail ce que c'est que l'intelligence artificielle. Moi, je vais prendre cette espèce de boule-là, et même l'apprentissage profond qui est plus restrictif. Avec cette définition, les algorithmes qui sont capables d'apprendre des tâches complexes, pas nécessairement des tâches humaines, parce qu'on pourrait apprendre aussi des tâches qui sont faites par des animaux, qui sont très complexes, et qui, sans avoir été explicitement programmés, c'est l'avantage de ces algorithmes, c'est qu'on peut les prendre et les déplacer d'un problème à un autre.
Ça, c'est pour vous dire à quel point l'intelligence artificielle est entrée dans le domaine de la santé. Donc, sur une base de données comme PubMed, on voit en 2017 cette espèce de mur qu'on frappe. Donc, en 2022, on a en moyenne 32 articles par jour qui sortent en intelligence artificielle. Et évidemment, des revues qui vont compter à peu près pour un tiers de la bibliographie. Mais on a quand même 2 tiers qui sont des activités de recherche autour de l'intelligence artificielle. Alors ça pose une question, c'est comment on faisait avant pour faire de la prédiction, parce que c'est principalement de la prédiction qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle? On faisait avant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer? En fait, il y a une espèce de zone grise entre les statistiques et le machine learning, l'apprentissage machine. Je vous conseille à la lecture de cet excellent article. Les statistiques classiques sont capables de faire des prédictions. Vous connaissez probablement le terme de régression. On est capable de prédire des choses, mais ces statistiques peuvent être mal adaptées aux jeux de données massifs. Je suis en train de réaliser que j'ai mon écran ici. D'accord. Et l'IA aussi n'a pas d'a priori sur la distribution des données. Bien sûr, on peut faire des statistiques qu'on appelle non paramétriques, qui vont pas suivre des distributions qui sont connues, mais elles sont en général moins puissantes. Et puis, l'intelligence artificielle peut gérer des milliers de variables et des millions d'exemples. Et aujourd'hui, en santé, on a parfois l'occasion d'avoir des données extrêmement massives. Avant, c'est un peu ce qu'on faisait, c'est encore ce qu'on faisait qu'on fait dans la plupart des hôpitaux. Si on travaille dans un milieu de cliniciens, vous avez une question, puis si vous avez une question, et vous allez chercher des données, vous allez chercher les données de radiographie, les données de chirurgie, les données de médicaments, les données de laboratoire et les données, des données clinico-administratives, et vous allez interagir avec une seule personne à chaque fois, puis ça va vous prendre probablement des mois, voire des années pour avoir vos données. Il y a des structures qui se développent qu'on appelle les lacs de données. Donc, précédemment, ce qu'on appelle, c'est les données en... Excusez-moi, non, ça ne marche pas. Si. Les données en silo, parce qu'elles sont isolées les unes des autres, et on peut passer aux données dans un lac. Qu'est-ce que fait un lac de données à l'échelle d'un hôpital? On en a quelques exemples ici au Québec, par exemple Citadel. On verse les données les plus brutes possibles, ce qui fait qu'après, un clinicien qui aurait des questions, il pourrait interroger les données de façon beaucoup plus aisée. En plus, vous avez souvent un staff technique spécialisé en intelligence artificielle, des statisticiens, des spécialistes de données qui peuvent aider et qui ont des interactions riches au niveau de ce genre de choses. Donc ça, maintenant, on a accès plus ou moins à des données massives. Ça dépend des structures. Maintenant qu'on a décidé de faire de l'IA, on va avoir plein de choses à régler, notamment la question. Quelle question on se pose? Est-ce qu'on va prédire une variable continue? Est-ce qu'on va prédire, par exemple, une maladie ou pas une maladie? Puis ça, il y a des algorithmes qui le font ou qui ne le font pas, donc ça va dépendre de notre choix. Sachant qu'il y a une multitude d'algorithmes, là je vous présente les réseaux de neurones, il y a des 1000 variations sur les réseaux de neurones, mais il y a plein de méthodes classiques, les séparateurs à varse marge, les régressions logistiques, etc., etc. Ça va dépendre aussi du domaine d'étude. Par exemple, l'analyse d'image va essentiellement recycler ce qu'on appelle des Convolutional Neural Networks, les CNN. Donc, il y a des domaines d'études qui vont être spécifiques à certains types d'algorithmes. Il y a la taille des données. Évidemment, si vous avez ce qu'on va voir, les réseaux de neurones, réseaux de neurones, pour être bien entraînés, il leur faut beaucoup de données. Vous ne pouvez pas faire des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond si vous n'avez pas beaucoup de données. Même si on ne va pas se le cacher aujourd'hui, quand vous faites, c'est quelque chose de très incitatif aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de fonds autour de l'intelligence artificielle, et parfois c'est même mal vu de mettre de l'apprentissage machine, il faudrait mettre de l'apprentissage profond, mais cet apprentissage profond, il n'est pas toujours nécessaire. La qualité des données, les algorithmes ne répondent pas forcément de façon identique à des données qui sont mauvaises ou de mauvaise qualité. Évidemment, il faut avoir accès à une grosse infrastructure de calcul. On en a quand même de beaux exemples au Québec. Le temps de calcul, combien de temps vous voulez pour développer? Il y a des modèles qui s'entraînent sur plusieurs mois. Donc ça, il faut penser à ça avant de développer votre modèle d'IA. Quelle performance vous voulez avoir? Évidemment, c'est un peu trivial de dire on veut les meilleures performances, mais il faut mettre en parallèle ces performances, par exemple, à un phénomène comme l'interprétabilité qui est central dans le domaine de la santé. Peut-être que vous voulez avoir un algorithme qui est moins performant, mais qui est plus interprétable, il va être mieux utilisé par les cliniciens et les patients. Donc ça, c'est un espèce d'équilibre à prendre en compte. On va prendre un jeu de données, un jouet, pardon. Et là, on va essayer de prédire quelque chose qu'est le cancer. Statut du cancer, non-cancer, c'est absolument n'importe quoi, ce que j'ai mis ici. Il y a des globules blancs, on va mélanger ce qu'on appelle des données multimodales, des globules blancs, l'âge de la personne, et puis un gène qui est susceptible de prédire a priori le cancer, une mutation, oui ou non la présence de cette mutation.
Alors là, on ne parle pas du tout, le titre de la présentation, c'est des données à intelligence artificielle, on ne parle pas du tout du pré-traitement. Le pré-traitement, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Réunir les données, évaluer leur qualité. Donc on a vu dans le premier talk tout à l'heure par le professeur Jones qu'on avait des données qui peuvent être extrêmement, j'allais dire bordéliques, en tout cas très difficiles à mettre en truc, ou des mauvaises sources. Et ça, on peut passer beaucoup de temps à traiter ces données, à les normaliser. Et puis ça, je ne vais pas du tout parler de ça. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est qu'on a 3 variables, et on a un résultat cancer ou pas cancer. Ce qu'on va faire la première fois, c'est qu'on va entraîner. Pour entraîner un algorithme d'intelligence artificielle, on va séparer notre jeu de données en test et entraînement. Ça, on n'y touche jamais. C'est pour ça que j'ai mis une limite noire. C'est ce qui va nous servir à évaluer notre modèle. On va juste entraîner. Donc, on va perdre une partie de notre jeu de données. En fait, on ne le perd pas. Il nous sert à l'évaluation. Mais en tout cas, on va garder, on va entraîner notre algorithme là-dessus. Ça, c'est la boîte noire qu'on va ouvrir aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un réseau de neurones. Donc là, on a nos entrées, les globules blancs, l'âge, la mutation. On va essayer de prédire cancer ou pas cancer. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des couches cachées de neurones. Là, on a aussi 2 couches de 4 neurones qu'on n'utilise jamais. C'est des réseaux en général qui sont à la fois beaucoup plus profonds, c'est-à-dire qu'on a un plus grand nombre de couches et qui ont aussi, à l'intérieur de chaque couche, beaucoup plus de neurones. Ce qu'on fait, alors là, c'est comme si je prenais, c'est la partie un peu complexe, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais ça peut être intéressant. On va prendre un neurone et on va essayer de le décrypter. Qu'est-ce qui fait un neurone? Il va prendre ces valeurs-là, les eosinophiles, l'âge, les mutations, et à travers ces liens qui vont arriver vers cette neurone, on va appliquer ce qu'on appelle des poids, ici, donc des poids négatifs ou des poids positifs. On va faire une simple somme de ces différentes choses. Ça va nous donner une valeur, 7,6. C'est une forme de représentation de notre jeu de données. Alors là, c'est un peu bizarre de mélanger éosinophiles, âge et mutation. C'est un peu comme si on mélangeait des pommes, des poires et puis des tourtières. C'est très compliqué de voir, et c'est là où on touche du point l'interprétabilité. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transmettre cette information à ce qu'on appelle une fonction d'activation. C'est très important, même si on ne comprend pas ce que c'est que ces fonctions d'activation vont permettre d'introduire ce qu'on appelle des non-linéarités. C'est ce qui va permettre au réseau de neurones de prendre n'importe quelle forme et d'approximer n'importe quelle fonction. C'est la force de ces réseaux. Là, vous voyez que mon neurone il est activé et il va passer son signal à la couche suivante. On pourrait imaginer aussi que là, celui-là il est activé, mais selon d'autres poids, il pourrait ne pas être activé. Et c'est ça qui va jouer dans chacun de ces neurones. Et là, on voit le problème de l'interprétabilité. Ici, sur cette première couche de neurones, j'ai un mélange des éosinophiles, de l'âge et de la mutation, qui est déjà un concept plutôt absurde ou abstrait, comme on pourrait dire. Et sur cette deuxième couche, j'ai une intégration de plusieurs concepts qui sont déjà abstraits. Donc c'est très compliqué de rendre ces réseaux de neurones interprétables, notamment pour les données tabulaires. Sur les données d'imagerie, on peut arriver à retrouver sur ces couches profondes des espèces de signatures qu'on peut retrouver dans les images. Mais pour les données tabulaires, plus on va avancer, plus on va avoir des concepts abstraits. Cette interprétabilité, on sait qu'elle est au centre de l'application dans le domaine de la santé. Là, c'est un excellent article de Nature que je vous conseille, qui est sorti le mois dernier. C'est tous les logiciels d'intelligence artificielle et l'explicabilité qui est demandée par des personnes, par le public, un public large qui a été consulté. Et on voit que les données de santé, eh bien pour les gens, il faut absolument qu'elles soient interprétables, par exemple beaucoup plus qu'un algorithme de matching d'un site de rencontre. Ça, les gens s'en fichent, mais la santé, c'est extrêmement important pour eux. Alors, comment on entraîne techniquement un réseau de neurones artificiels? 5 minutes, ouf, ça va être chaud. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau de neurones comme ça, puis on va lui attribuer aléatoirement des poids. Donc, vous voyez, on est passé de ça à ça. On fait quelque chose d'aléatoire, et ça, c'est un réseau de neurones qui est vraiment pas très intelligent. On va prendre nos données ici, et on va lui injecter ces données. On prend la première donnée ici, le premier patient. Qu'est-ce qu'il fait ce premier patient? On lui prédit qu'il n'a pas le cancer. Or, on sait qu'il a le cancer. Donc, il y a un problème. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a détecté cette erreur et on va propager cette erreur dans ce qu'on appelle la backpropagation. On va modifier les poids. Vous voyez, ici, j'ai modifié les poids. On voit un peu que les couleurs ont changé pour essayer que ce réseau de neurones me donne la bonne réponse. Je fais pareil pour le deuxième. Il y a une inconsistance. J'ai prédit le cancer pour cette deuxième personne. Elle n'a pas le cancer. Je vais modifier de la même manière les poids. Et je vais faire ça pour tous mes exemples ici.
Ce que je vais faire ça plein de fois, on appelle ça des époques. On passe notre jeu de données à travers pour réduire l'erreur. Au départ, l'erreur est extrêmement forte. On a un jeu de données qui est très mauvais, enfin, on a un réseau de neurones qui est extrêmement mauvais et l'erreur va diminuer. Et c'est pour ça qu'un réseau de neurones devient intelligent car il absorbe énormément de données. Et puis évidemment, on a entraîné notre jeu de données, mais on ne sait pas du tout comment il va se comporter sur des données qu'il n'a pas encore vues. Et c'est pour ça qu'on utilise le jeu de données de test pour savoir s'il va bien me prédire si une personne a un cancer ou pas un cancer à travers certains paramètres comme la spécificité, la sensibilité et d'autres paramètres. Ça, c'est complètement inspiré justement de cette version des années 50. C'est ce à quoi ressemblait un réseau de neurones simplifié de cette façon-là, avec tous ces fils qui représentent ces connexions. Ça, c'est juste pour vous dire que les poids, c'est exactement les potentiomètres qu'on a ici. Okay ? Donc c'est un système analogique à la base qu'on a transformé informatiquement. La beauté des langages de programmation à côté, c'est que ça prend, ce que je viens de vous montrer, ça prend une ligne, parce que les librairies qu'on utilise à côté sont capables d'encapsuler tout ce qu'on fait. Ça, c'est un code relativement complexe qui me permet de tester différentes architectures et qui me permet d'avoir un système complet. Et ça prend aujourd'hui une vingtaine de lignes, ce qui permet à des gens comme moi, qui ne sont pas informaticiens à la base, de faire de l'intelligence artificielle. Alors la force et la faiblesse des réseaux de neurones, c'est qu'ils sont puissants et flexibles. Ils peuvent, comme je vous le disais, approximer n'importe quelle fonction. Ils sont très gourmands en données. On voit que finalement, c'est une simple série de calculs algébriques, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation en puissance avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, et notamment de ce que vous appelez les GPU, ce qu'on appelle les GPU. La conséquence de ça, c'est que garbage in, garbage out, ou dans le cas de la santé, on parle de garbage in, carnage out, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Si on n'a pas de la bonne donnée, on ne va pas avoir un bon modèle d'IA qui va pas prédire des bonnes choses. Ils sont peu interprétables, donc on a effectivement ce concept de black box qui rend son déploiement difficile. Et ils sont parfois monotâches, c'est-à-dire qu'ils sont capables de très bien apprendre une tâche, mais quand on passe à des tâches similaires, c'est très difficile de leur faire plusieurs tâches, par exemple en segmentation d'images. J'en ai bientôt fini. Les domaines d'application en santé, c'est évidemment les domaines qui sont qui ont la meilleure littératie numérique, mais aussi les meilleures données, et notamment les gens qui travaillent en radiographie, mais aussi en cardiologie. J'ai oublié la référence, c'est un article de Nature qui date d'il y a 2 ans, il me semble. Ça, c'est pour vous montrer que l'architecture que je vous ai montrée, elle est extrêmement peu complexe. L'architecture que je vous ai montrée, c'est ce petit point-là, mais qui n'est même pas ce petit point-là, c'est des réseaux beaucoup plus profonds. Là, dans ce cas-là, on va prédire les embolies pulmonaires, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a le seul réseau ici, ce petit réseau-là, c'est cet ensemble complexe ici. Donc, on est capable d'encapsuler et d'emboîter ça. C'est super, parce que ça nous permet d'approcher des choses extrêmement complexes et de mélanger, dans ce cas-là, des données, par exemple, de dossiers médicaux avec des données de radiographie. Mais ça rend, en tout cas pour les gens qui travaillent là-dessus, les articles extrêmement difficiles à lire. Je pense que j'ai plus le temps. Hein. Ah, 2 minutes, mais c'est super. Alors, ça, c'est les promesses et désillusions de l'IA. Il y a Epic, qui est une entreprise privée qui développe les dossiers patients électroniques aux États-Unis, qui possède, je pense, les dossiers de plus de 180 millions de patients. Ils ont développé il y a quelques années un algorithme qu'ils ont implémenté dans les dossiers électroniques, qui est le sepsis, donc les infections sévères qui peuvent être mortelles dans 10 à 15% des cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leur modèle, qui a été entraîné sur 3 hôpitaux, n'a pas du tout fonctionné chez d'autres hôpitaux. Il identifiait 7% de sepsis non identifiés par les cliniciens, ok, c'est correct, mais le problème, il y avait 67% des sepsis qui étaient identifiés par les cliniciens, qui n'étaient pas identifiés par l'algorithme. Et surtout, il générait 18% des alertes pour 18% des patients. Alors, il faut savoir que le sepsis, c'est un peu comme l'AVC à l'hôpital. Hein. C'est quelque chose d'urgent, il y a un traitement antibiotique, ça mobilise des équipes et du temps. Et donc là, ça mobilisait clairement inutilement l'équipe. Donc là, ce qui se passe, c'est que le cœur du problème, c'est l'accès aux données. Il a été entraîné sur 3 hôpitaux et c'est mal transposé à d'autres hôpitaux. Il y a un problème aussi, c'est qu'on ne connaît pas la source de cette erreur. C'est une entreprise privée, on n'a pas accès aux modèles, on n'a pas accès aux données, on n'a même pas accès aux métadonnées. Un moyen de lutter contre ça, puis je vais en finir là-dessus, par exemple, pour apprendre mieux, c'est de faire de l'apprentissage fédéré. Au lieu de faire transiter des données d'un hôpital, c'est très difficile, il y a des raisons de sécurité, d'identification, on fait transiter des modèles. Et faire transiter un modèle, c'est très facile, c'est des lignes de code et des poids. Donc vous pouvez les envoyer d'un hôpital à l'autre, et puis faire des jeux de ping-pong pour entraîner vos jeux de données et avoir une meilleure diversité dans vos données.
Enfin, ça c'est ma diapositive de conclusion. Pour développer des modèles d'IA plus robustes, il faut avoir accès aux modèles, et ça, c'est pas toujours facile. Les publications sont assez dramatiques en ce moment. On n'a presque pas accès aux modèles, on n'a presque pas accès aux données, même dans des grandes revues. Et ça, il y a aussi quelque chose, c'est que souvent, comme toujours, les résultats sont dithyrambiques. On est capable de reproduire le savoir de 40 cardiologues, etc., etc. On a toujours des caractères de performance qui sont exceptionnels, mais les résultats négatifs ne sont jamais publiés. Et ça, ce serait intéressant de les avoir. Ça, c'est relié au principe de science ouverte. En appliquant, en ancrant ces problèmes aux problèmes de science ouverte, on devrait être capable de faire une IA qui est un peu plus robuste. Enfin, il faut développer des méthodes d'évaluation, je ne vais pas en parler en détail, et rendre évidemment les modèles plus explicables. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est le temps de vous présenter vers les micros à l'avant et de pouvoir échanger quelques minutes avant la pause avec nos conférenciers. Ne soyez pas gênés. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Oui, je vois quelqu'un qui va peut-être juste vous nommer puis poser votre question. Oui, Damien Chalot de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal. Vous avez mentionné la science ouverte tout à la fin. On est une institution qui, il y a 5 ans, a décidé d'adopter la philosophie de science ouverte. Le patient est au centre de cette philosophie. Alors, comme on a un institut de recherche lié à l'hôpital, le parcours des données de patients, plus de 90% des patients sont participants actifs à nos bases de données de recherche. Donc, nous avons par exemple une biobanque ouverte, un peu construite sur le modèle de UK Biobank en Angleterre, où alors ça demande beaucoup d'infrastructures, de tout l'aspect éthique, je pense qu'on va adresser plus tard dans d'autres panels. Mais je voulais juste dire qu'il y a des exemples concrets de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, qui existent ici au Québec. Alors ça a pris 4-5 ans des fois à construire, parce que comme vous l'avez dit, il faut travailler avec les institutions à la fois fédérales et provinciales. Mais je voulais dire que et ça ne peut pas se faire en autarcie non plus. Il faut qu'on le fasse à plusieurs institutions. On travaille avec le Douglas, on travaille avec des institutions en Alberta, dans le reste du Canada. Alors tout c'est pour dire, c'est un commentaire plus qu'autre chose. C'est pour illustrer qu'il y a des études de cas concrètes dans ce domaine-là. Et j'ai bien aimé la présentation sur la valeur des données, parce que nous aussi, on s'est posé cette question. C'est sûr que ça a remis tout ce processus a remis en question toute la propriété intellectuelle qui découle de ces parcours de données, par exemple avec l'industrie pharmaceutique, comment on travaille avec eux dans l'espace de sciences ouvertes. Donc je dirais le débat, on peut l'ouvrir, mais voilà, c'était plus un commentaire, mais merci d'avoir en tout cas ouvert la discussion. Merci pour votre commentaire et très certainement, ça se poursuivra à la pause, au lunch et au cocktail. Une courte question? Oui, moi, ça va être pour M. Dostis. Mon nom, c'est Louise Ringuette. Je suis candidate au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique. Puis ma question porte sur les coûts. En fait, moi, j'ai déjà été dans une autre vie une analyste à la Commission d'accès à l'information du Québec avant qu'on migre vers l'ISQ et qu'on change de façon de fonctionner. À l'époque, pour avoir fait une petite étude l'été passé, une étude de cas en fait auprès de certains chercheurs du Douglas sur les coûts, les chercheurs nous ont comme confessé que ce qui pouvait coûter, mettons, 25 000 il y a 4 ans, en passant par la RAMQ, la CAI et tout ça, leur coûtait maintenant 100 000 en passant par l'ISQ pour la même grosseur de cohorte et tout ça. Donc, les coûts auraient théoriquement quadruplé. Fait que ma question est la suivante. D'abord, considérant que le gouvernement a financé hautement l'ISQ pour pouvoir développer ce guichet unique-là, pourquoi on a une augmentation du quadruple des coûts, d'une part, puis est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la justice en recherche, dans le sens que seuls les chercheurs hautement financés pourraient avoir accès à des données, alors que les petits étudiants comme moi, qui seraient avec un chercheur moins financé, ne pourraient pas y avoir accès? 1-2 tests. Ça fonctionne. C'est difficile de me prononcer sur ce cas particulier sans savoir ce que les chercheurs ont demandé. À ma connaissance, un chercheur qui fait une demande d'accès aux données à travers le réseau canadien des centres de données de recherche, s'il a une affiliation universitaire ou s'il est un étudiant,
les coûts sont nuls si les données existent déjà. Là, il peut y avoir des coûts pour les chercheurs de ce côté-là, et je pense que c'est la même chose du côté de l'ISQ. C'est si le chercheur demande des données qui n'existent pas, qui nécessitent des appariements qui n'ont pas été encore faits. Donc, c'est ce que je pense qui est le cas que vous mentionnez, là, sans savoir le spécifique. Peut-être que le chercheur demandait un appariement entre les données de la RAMQ puis une autre source de données. Et donc, dans ce cas-là, il y a des chercheurs de l'ISQ qui doivent s'occuper de faire l'appariement et c'est ce qui peut faire augmenter les coûts selon la complexité des données qui sont demandées. Mais sinon, quand même, il y a des réseaux existants qui sont financés par les organismes subventionnaires et je pense qu'à présent, les coûts totaux sont raisonnables, mais pour un chercheur particulier, ça dépend de son projet de recherche. Merci. Alors, je n'ai pas eu... Bonjour, moi c'est Anthony, KPMG. Je n'ai pas une de mes 3 questions, mais je vous propose de choisir celle que vous préférez. Et c'est principalement pour M. Yves Terra. Donc, la première question, c'est que vous avez parlé de l'apprentissage fédéré, que je trouve une méthode extraordinaire. Est-ce que vous avez des exemples d'organismes qui utilisent cette méthode au Canada? La deuxième question, c'est que vous avez parlé de la quantité de données, qui est importante pour les réseaux de neurones. Et est-ce que ce n'est pas réglé avec les modèles pré-entraînés qui permettraient du coup d'utiliser moins de données avec plutôt de bonnes performances? Et la troisième question, c'est par rapport vous avez parlé beaucoup des réseaux de neurones, mais on n'a pas trop parlé, je pense que par manque de temps, des méthodes ensemblistes qui sont peut-être plus interprétables et qui ont de très bonnes performances quand on le voit dans les compétitions en Kaggle, par exemple, et qui pourraient être un bon point de départ pour les organismes. Voilà. Alors oui. Oui, on a des exemples au Québec. Il y a notamment le lac de données de Citadel on n'a pas des résultats encore, mais qui fait de l'apprentissage fédéré, qui diffuse auprès des hôpitaux un package exactement pour entraîner ça. Donc ça commence au Québec. Je ne pense pas qu'on ait des résultats encore. Je ne sais pas s'il y a des gens de Citadel ici. La deuxième question, oui, effectivement, on a besoin parfois moins de données pour entraîner. Si on fait du transfert de modèles, effectivement, mais ça reste quand même qu'il faut quand même... Il y a des gens qui veulent faire, qui viennent parfois nous voir et qui veulent faire de l'apprentissage profond avec quelques centaines d'échantillons, ce qui n'est pas souvent réaliste. La troisième question, c'est que j'ai parlé des réseaux de neurones, ce n'est pas nécessairement ma préférence et ce n'est pas souvent ce qu'on conseille. Effectivement, les méthodes, notamment les méthodes d'ensemble, d'arbres décisionnels, sont parfois beaucoup plus puissantes. Et beaucoup plus rapide à implémenter et beaucoup plus explicable, tout à fait. Mais par choix, j'ai choisi parce que c'est les méthodes comme la méthode la plus, disons, utilisée sur des gros jeux de données. D'abord, tout le monde n'a pas de gros jeux de données. Ça, c'est une bonne. Il y a plein de gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle avec peu de données et ça marche très bien aussi avec l'apprentissage machine tout à fait classique. Et c'est une très bonne remarque de dire que les compétitions Kaggle sont souvent remportées par des méthodes d'ensemble, donc des méthodes d'arbres décisionnels qui sont très performantes et qui sont explicables en plus. D'accord. Merci. Merci pour les questions.